Du coup, nous allons débuter. Bonjour à tous. On vous remercie d'avoir pris le temps de nous rejoindre en cette fin d'après-midi. On va se présenter et puis après reposer l'enjeu de notre rencontre, évidemment. Donc, je me présente Rémi Guyot. Je suis adjoint à Marion Mallet-Petiot, que vous aviez peut-être rencontré le 8 décembre, qui est chef du bureau des écoles maternelles et élémentaires à la DGESCO. Pour le bureau des écoles, nous sommes donc le bureau des écoles qui porte la politique ministérielle du premier degré, et dont cette action des oiseaux compteurs. Pour le bureau des écoles, nous avons avec nous Léo Le Cardonnel. Bonjour à toutes et tous. Voilà, que vous entendrez aussi de temps en temps. Il va être attentif notamment à vos interventions au sein du chat, de la discussion publique. N'hésitez pas d'ailleurs à interagir avec nous par ce biais. Avec nous, Michel Gouy, que vous avez aussi rencontré assez rapidement le 8 décembre, voilà, IA, IPR, mathématiques honoraires, et qui accompagne maintenant de nombreuses classes, notamment dans la pratique du petit bridge, mais pas que. Attendez, stop, on nous dit qu'on ne nous entend pas. Est-ce que... Oui. Est-ce que M. Siliota pourrait nous renseigner là-dessus? On nous explique que les participants ne nous entendent pas. Alors tout fonctionne bien. Si les gens ne vous entendent pas, c'est soit qu'ils n'ont pas cliqué sur le lien pour avoir la diffusion, soit ils n'utilisent pas Chrome. D'accord. Et du coup, il faut qu'on puisse les renseigner, mais s'ils ne nous entendent pas... Alors, une bonne partie nous entend, donc okay. On va continuer. On poursuit. Excusez-nous, mais après, une fois que ce sera calé, tout fonctionnera très bien. Peut-être qu'on peut simplement dire dans le chat, du coup, qu'il faudrait se reconnecter sur Google Chrome. Pour ceux qui nous entendent. Voilà. Ouais. Merci. Et pour finir ce tour de table, donc Marie Lubino du laboratoire ID, laboratoire qui entre autres, évalue l'efficience et l'efficacité de cette action à l'échelle nationale, en lien avec la recherche évidemment. Elle travaille auprès de Stanislas Dehaene, que vous avez pu rencontrer le 8 décembre, qui est président du CESEN, et elle est accompagnée par Nathan Viltard, qui est avec nous, qui apporte son soutien aussi dans la gestion de la discussion publique. Donc, vous nous avez rejoints pour ce temps d'échange que nous allons avoir entre nous. Vous ne pouvez pas interagir directement avec nous, à l'oral en tout cas, mais par le chat, évidemment. Nous terminerons à 18h, comme c'était présenté. L'objectif, c'est de faire un point d'étape, puisque vous avez, vous, pratiqué les jeux des oiseaux compteurs depuis plusieurs semaines, et on aimerait revenir avec vous sur ces mises en œuvre, sur l'application des différents jeux des oiseaux compteurs, pour restituer brièvement les choses. Vous êtes porté volontaire en début d'année scolaire. Vous avez été retenu comme classe expérimentatrice. Vous avez quelques collègues qui sont, pour le moment, ont été retenus comme classe témoin. Vous avez reçu les jeux à partir du mois de novembre, et vous avez pu peut-être nous joindre. Donc, je l'ai évoqué plusieurs fois. La première fois, le 8 décembre, c'était une présentation de l'ensemble de l'action et des ressources qui favorisent, en tout cas, on l'espère, l'usage des jeux dans vos classes à des fins d'apprentissage mathématique. Depuis, vous avez joué plus ou moins régulièrement avec vos élèves. Vous avez eu des usages diversifiés dans vos jeux. Vous les avez intégrés au sein de vos progressions. Et donc, aujourd'hui, on se pose la question suivante. C'est finalement où est-ce qu'on en est, il nous reste 2 mois, un peu moins de 2 mois d'école. Peut-être, Marie, vous pouvez nous donner nous dire quelques mots sur l'état d'avancement de l'expérimentation et de son évaluation, les étapes en cours ou futures aussi. D'accord. Alors... on en est actuellement donc on va dire au 3e temps d'évaluation, puisque les enfants donc ont passé les évaluations nationales de début de CP en septembre, celles de mi-CP en mars, et dans certaines académies qui sont au nombre de 5, donc les académies de La Réunion, de Reims, de Besançon, de Poitiers et de Paris, les enfants sont actuellement en train de passer un questionnaire sur les compétences psychosociales, puisqu'on pense que ce sont aussi des compétences qui peuvent avoir été modifiées par l'utilisation des jeux. Et donc le 4e temps de mesure sera en début de CE1 avec les évaluations nationales qui auront lieu en septembre prochain. Voilà, donc on peut dire qu'on en est aux 3/4 des mesures, si on peut faire ça comme ça. Et donc tout ça se poursuit. Alors
Aujourd'hui, voilà, la pratique du jeu au service des apprentissages, on sait que ça pose beaucoup de questions, des questions vives du métier, dans le cadre du quotidien, voire des dilemmes professionnels. On reviendra sur ce que ça peut être. En tout cas, aujourd'hui, nous en évoquerons 3. On pourra dédier à peu près 20 minutes à chacune de ces questions. La première, ce sera jouer ou apprendre. La seconde, c'est susciter une activité réflexive ou laisser jouer. Et la dernière que nous traiterons ensemble, qui sera associer les parents. Oui, mais comment ? Alors, dilemme, j'ai utilisé le terme de dilemme professionnel. On entend, en fait, ce sont des questions normales au sein de la pratique du quotidien, des choses que vous rencontrez, des questions que vous rencontrez. La réponse qui sert à la réussite des élèves ne peut s'envisager finalement que dans l'équilibre de 2 choses. Alors, l'équilibre entre la combinaison de différentes règles du métier, parfois qui peuvent être perçus comme paradoxales. On voit jouer ou apprendre. Bon, il y a sûrement un équilibre à trouver. Et au regard d'un contexte singulier qui est le vôtre, les arbitrages que vous faites au quotidien, les micro-arbitrages que vous faites au quotidien, ne sont pas les mêmes en fonction qu'on soit, je ne sais pas, le lundi au mois d'octobre ou le dernier vendredi avant les congés des vacances de décembre, par exemple, ou que vous ayez 12 élèves ou 24 élèves. Voilà. Ces dilemmes ne trouvent pas donc de réponse absolue. Néanmoins, on peut se doter de boussoles qui permettent d'agir. Voilà, tout ça les réponses, elles peuvent être structurées. Donc, on souhaite aujourd'hui travailler à la clarification de ces boussoles, en quelque sorte, et vous permettre de mieux agir pour que tous les élèves apprennent le mieux possible. Donc, à chaque fois, on traitera ces questions de la manière suivante. On vous questionnera en direct et de façon anonyme à l'aide de courts sondages. Ça va être des questions très simples à poser. Alors, on a un petit souci technique, donc on vous demandera de donner les éléments de réponse directement dans le chat. On les prendra en compte. Puis après, on va problématiser chacun rapidement grâce à vos réponses et aux éléments d'échange qu'on a pu avoir aussi avec des formateurs en académie, par exemple, ou ce que l'on a pu observer par ailleurs. Chacun de nous 3, nous adopterons des points de vue spécifiques. Alors, Michel Gouy, lui, aura un regard qui est porté sur l'activité auprès des élèves, puisque c'est le cœur de votre activité. Marie, sur les connaissances actuelles issues de la recherche. Et moi-même, une entrée centrée sur le métier du professeur des écoles, puisque le bureau des écoles maternelles et élémentaires est ce qu'on appelle à la DGESCO un bureau métier. Pendant ce temps, vraiment, on compte sur vous pour que ce soit le plus interactif possible, de réagir dans le chat, c'est-à-dire répondre au sondage, mais au-delà de ça, poser des questions et même livrer, pourquoi pas, certaines expériences que Léo et Nathan relaieront pour qu'on puisse le partager avec tous. Voilà. Et donc, c'est ce qui nous permettra de réagir à vos commentaires. Et commentaires qui seront en partie traités si le temps venait à manquer. Une note sera rédigée à partir des questions qui n'auront pas été traitées. Voilà. On viendra après sur le commun. Alors, premier dilemme que l'on va traiter, c'est la question de... excusez-moi, du coup, voilà, merci. Jouer ou apprendre. D'accord, on est en classe, on est dans une école, quelle est la place du jeu par rapport à l'apprentissage? Donc un premier sondage, je vais essayer d'être le plus clair possible. Une première question qu'on vous pose, et on vous propose vraiment de répondre directement dans le chat. De votre point de vue, les enfants sont-ils plutôt en train de jouer ou en train d'apprendre lorsqu'ils utilisent le jeu de cartes? Donc là, on vous propose d'écrire « jouer » si vous pensez qu'ils sont davantage en train de jouer, ou « apprendre » si vous pensez qu'ils sont davantage en train d'apprendre. On vous laisse quelque temps pour répondre à cette première question. D'ailleurs, à ceux qui seraient connectés, n'oubliez pas de vous connecter également au chat. C'est un deuxième onglet, il y a un chat qui devrait s'ouvrir. On vous laisse nous dire quand le flux baisse un petit peu. Très bien. On va tout de suite vous poser la seconde question, puis après vous pourrez peut-être nous donner les grandes tendances. Alors la seconde question, la première concernait les élèves, la seconde va vous concerner directement. C'est vous en tant qu'enseignant,
mobilisez-vous les enfants du côté du savoir jouer, plutôt, lorsque vous interagissez avec eux, ou plutôt des compétences mathématiques. D'accord ? Donc, quand vous mobilisez les élèves pendant le temps de jeu, est-ce que vous le faites sur le savoir jouer ou sur les savoirs mathématiques en jeu ? Donc là, pareil, vous pouvez écrire savoir jouer ou mathématiques, et puis on va prendre en compte vos réponses. Ça va être une synthèse non exhaustive. Évidemment. Bien, si vous pouviez envoyer vos dernières réponses, pour qu'on puisse avancer, surtout j'ai la charge de faire la synthèse de vos réponses. Alors, pour ce qui est de la question, le tout premier sondage, à savoir jouer ou apprendre, beaucoup de participants répondent simplement jouer. Je dirais un tiers environ, vous m'excusez de la précision, mais ça peut être intéressant de creuser là-dessus. Un bon tiers répondent simplement le mot jouer. Et puis ensuite, je dirais presque les 2 tiers évoquent les deux, répondent à la question. Il y a des formules du type apprendre en jouant. Et beaucoup de nos invités participants aujourd'hui répondent par la formule les deux. Mais un tiers, notamment quand même sur le jouer. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on a du coup une partie des réponses qui ne signifie que le apprendre ? Que le apprendre, c'est intéressant, effectivement, Rémi. J'en ai, je dirais, une dizaine sur la centaine de participants au chat. Ok. Donc le apprendre seul apparaît de manière bien moindre, ce qui est intéressant d'ailleurs. Oui, peut-être sur le deuxième sondage qui était savoir jouer, donc des compétences psychosociales ou des compétences spécifiquement mathématiques. Beaucoup de compétences mathématiques. Oui, ça ressort énormément, compétences maths à de nombreuses reprises. Je dirais les 2 tiers et quelques collègues qui évoquent le savoir jouer, mais le tiers suivant répond les 2. Donc on est plutôt axé cette fois sur les savoirs maths spécifiques et pour les rejoindre des collègues qui ont exprimé le fait de travailler les 2 conjointement. D'accord. Bon, du coup, c'est assez intéressant de voir, et après, Marie, je vous donne la parole, mais de voir que le mobile d'agir que vous constatez auprès des élèves semble être le jeu pour beaucoup, même si certains sont déjà dans une activité mathématique, là où vous, votre mobile d'agir est bien centré sur les apprentissages mathématiques. Alors, ce qui, forcément, c'est heureusement, mais on voit quand même cette tension qu'il y a entre ce qui attire l'élève, ce qui pourrait attirer l'élève et ce qui attire définitivement davantage l'enseignant. Du point de vue de la recherche, du coup, qu'est-ce qui se... Du point de vue de la recherche, ce qui ressort quand même, c'est que dans de nombreuses études, en fait, on constate que les enfants apprennent en jouant, on va dire ça comme ça. Notamment, ça a été le cas sur des jeux de plateau, vraiment très très simples, comme celui de la course au nombre qui est présenté dans les oiseaux compteurs. Les élèves qui jouent à ce jeu, même pendant juste quelques semaines, en fait, consolident leur ligne numérique mentale, donc cette ligne sur laquelle les nombres se répartissent de manière linéaire. Et ça, en fait, on sait que c'est très important puisque maîtriser cette ligne numérique, c'est un très grand prédicteur en fait de la réussite mathématique future des enfants. Donc, ça fait partie des choses qui peuvent être apprises en jouant de manière un peu... juste le fait de voir le plateau comme ça et puis de se déplacer dessus, quoi. Après, pour avoir ces résultats, il a fallu qu'on expérimente. Et donc ça, c'est un point très important que je voulais réévoquer avec vous aujourd'hui. C'est la place donc de l'expérimentation au sein de l'éducation et des politiques éducatives de manière plus générale. Puisque, en fait, sans les expérimentations, on n'aurait jamais pu savoir ça. Donc, c'est vraiment très important. Le projet des oiseaux compteurs, notamment, c'est vraiment quelque chose qui va être très enrichissant à la fois d'un point de vue éducatif, mais aussi d'un point de vue de recherche pour savoir si jouer avec des cartes comme celle-ci, de manière plus ou moins régulière, va permettre
aux élèves, soit de gagner en compétences mathématiques, ce qu'on mesurera avec les évaluations nationales, soit de gagner, de gagner en compétences psychosociales comme la confiance en soi ou de perdre en anxiété mathématique, ce qu'on mesurera par le questionnaire que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà. Et puis du coup, je laisse la parole à Monsieur Gouy pour vous dire ce qu'il pense de jouer ou apprendre. Alors, jouer ou apprendre, je me suis posé la question, mais je me dis, mais au fait, quand on joue, sauf erreur de ma part, on commence par apprendre à jouer. C'est la première chose. On va apprendre d'abord les règles. Ce qui fait que dès le départ d'un jeu, on apprend. Nécessairement. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, finalement, comment apprend-on en jouant ? On apprend en jouant, tout simplement, en n'imposant pas, par exemple, en tant qu'enseignant, les règles d'un jeu. On peut faire travailler les règles d'un jeu en faisant découvrir ces règles via les élèves, par exemple. Quand on trie un jeu de cartes, par exemple, quand on range les cartes, on joue ou on fait des mathématiques. Si je joue aux cartes, moi je vais dire que je joue. Si je suis professeur de mathématiques, je vais dire que l'élève fait des mathématiques. Il range, donc il classe des nombres. En fait, l'opposition apparente dans les résultats s'explique tout simplement parce que les élèves, la conscience qu'ont les élèves du travail qu'ils sont en train de faire ou de l'action qu'ils sont en train de faire, diffère de la vôtre, puisque eux, quand ils jouent aux cartes, ils jouent. Or, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils utilisent plein de notions importantes de leur cours. Exemple très simple, quand je joue aux cartes, est-ce que l'ordre dans lequel je joue aux cartes est important ou pas ? Question. Un certain des jeux des autocompteurs, l'ordre est très important. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire remarquer aux élèves que le fait que l'ordre soit important, en mathématiques, on retrouve exactement la même chose. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on fait une addition posée, on commence par la gauche ou par la droite ? On commence par les unités ou pas ? Les centaines, les dizaines. Question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, ok. Et les élèves, à ce moment-là, oui, c'est intéressant, ça permet de poser plein de questions. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu va également permettre d'apprendre que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait à partir du jeu, en fait, dans la vie de tous les jours, on a exactement les mêmes problématiques. Alors, exemple très simple, le matin, quand on s'habille, on met ses chaussures avant les chaussettes ou après ? L'ordre est-il important ? La réponse, oui. Au jeu, c'est important. Dans certains cas. Dans d'autres cas, ça ne l'est pas. Le jeu permet également, au niveau apprentissage, de consolider certaines notions. Et, élément important, utiliser le jeu pour apprendre, ça évite en particulier le passage à l'écrit. Alors, je vous donne un exemple très simple. Comparer des nombres. Vous mettez une liste de nombres au tableau, vous demandez de les comparer. Les élèves doivent les réécrire. Donc ça suppose que les élèves, d'abord, réécrivent les nombres et les classent. Si je fais des cartes, j'ai plus ce problème-là, puisque le passage à l'écrit n'existe plus. Autrement, il y a une difficulté qui s'enlève, qu'on note. Et donc, par conséquent, le fait de jouer et le fait d'apprendre sont loin d'être, antinomiques. En fait, c'est extrêmement complémentaire. Et dernière remarque, quand on fait un petit problème, moi j'arrête, mais moi je joue. Je joue, j'ai des règles et j'applique des règles. Voilà. Alors maintenant, évidemment, faire comprendre à un élève que quand on fait un exercice de mathématiques, on joue, ça, tout le monde n'est pas forcément conscient. Mais il faut savoir que les mathématiques sont un jeu. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a des documents qui expliquent très bien ce phénomène. Voilà. Alors, du coup, peut-être pour compléter, je pense que les ressources que vous évoquez sont les fichiers du SCOL, alors qui sont plutôt orientés cycle 3 et 4, mais dont les propos généraux reste tout à fait valable en cycle 2 et en CP. On s'est appuyé d'ailleurs sur ces ressources pour produire les ressources qui ont été spécifiques aux oiseaux compteurs. Dans ces ressources-là et dans les ressources que vous retrouvez sur EduSCOL, il est question du mobile d'agir et donc de la motivation intrinsèque de l'élève à jouer. Et comme dans le jeu, l'activité mathématique va être liée strictement à cette activité de jeu, on va pouvoir mobiliser les élèves sur des activités mathématiques qui ne seraient pas forcément spontanées dans une activité strictement mathématique, même si elle est didactisée. Donc c'est plutôt un point positif.
Un point qui pourrait être, en tout cas qu'il faut bien prendre en compte, c'est le rôle des distracteurs. C'est-à-dire que pour des élèves dont la culture est assez éloignée de la culture scolaire, il va peut-être rentrer dans le jeu avec cette envie de gagner, mais le jeu laissant une place importante au hasard dans sa capacité à réussir. Voilà, le plaisir direct sans forcément développer de stratégie. Et donc, il va être mobilisé sur est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai pas gagné, et pas forcément sur comment je vais m'y prendre pour gagner ou pas. On a quand même quelques élèves qui vont se retrouver dans cette situation-là. Et donc, ces distracteurs peuvent empêcher certains élèves d'accéder finalement aux savoirs mathématiques qui sont sous-jacents. Donc là, l'enseignant va avoir un rôle important d'étayage puisqu'il va falloir donner à voir les objets mathématiques qui permettent de gagner au jeu, puisque le mobile de l'élève, c'est bien de gagner au jeu. Donc, il va falloir lui donner les pistes pour gagner, et ça va le mobiliser. Et ces pistes, c'est les fins mathématiques justifient les moyens du jeu, en quelque sorte. Donc ça, c'est un premier point. Un autre rôle de l'enseignant, qui est plus lié aux compétences psychosociales que vous avez évoquées, c'est peut-être de montrer le plaisir perçu par l'élève quand il se rend compte lui-même qu'il est en train de gagner, qu'il va gagner, parce que il va poser une carte, il sait que ça va lui permettre de gagner. Par exemple, quand sur l'exercice, il y a un exercice qui travaille sur le complément à 10, d'accord ? Quand l'élève est à la case 7 et qu'il va poser son 3, qu'il sait lui-même qu'il va gagner, il est content, il n'a pas demandé à quelqu'un, alors c'est bon, j'y suis ou je n'y suis pas. Parce que certains élèves vont quand même vivre. Donc ça, on va pouvoir lui signifier que effectivement, sa stratégie lui a permis de réussir et qu'il est en pleine possession de ses moyens. Pour faire un jeu de mots, actuellement, il y a certains jeunes qui diraient « je suis dans le game ». Parce qu'on est dans le jeu, parce qu'on est aux prises avec le jeu. Voilà, réellement, c'est ça. Voilà, c'est oiseau-querelle qui me revient aussi. Le oiseau-querelle, l'exercice, ça va être vraiment de choisir dans sa carte celle qui va être la plus économique, c'est-à-dire celle qui va permettre de récupérer le maximum de cartes tout en gardant toutes ses chances de pouvoir refaire un pli très important après. Voilà. Et quand l'élève développe ses stratégies, si on lui glisse même à l'oreille que c'était un bon choix, on développe sa confiance et on développe en même temps sa capacité à percevoir qu'il a fait des choix opérationnels liés à des apprentissages mathématiques. Enfin, pour les élèves qui sont qui rencontrent peut-être davantage de difficultés ou qui sont un peu plus éloignés de ces connaissances, on va pouvoir utiliser les APC pour soutenir et pour pouvoir être encore plus explicite sur ce pas de côté à faire pour comprendre comment les mathématiques vont pouvoir l'aider à réussir. Et donc, si on a des outils d'aide sur les compléments à 10, si je filme mon exercice, on va pouvoir reprendre avec lui tranquillement, qu'il commence à les mémoriser, et puis petit à petit enlever l'étayage pour qu'il puisse automatiser les choses. Voilà. Et enfin, je reprends ce que vous disiez, tout ça, c'est le rôle de l'enseignant de donner du sens aux mathématiques comme une pratique culturelle finalement. Le jeu, c'est une pratique culturelle, mais les mathématiques sont aussi une pratique culturelle, et les jeunes enfants sont parfois moins exposés à cette pratique culturelle que d'autres. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ça donne du sens aux mathématiques. Je vais donner un exemple très simple. Quand vous donnez des cartes à un élève, que vous demandez à vérifier qu'il a bien 10 cartes, qu'est-ce que compter jusqu'à 10, par exemple? Alors, c'est très intéressant, compter jusqu'à 10 pour un enfant, c'est faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Comme il pose la question, combien de cartes as-tu déjà vues dans le jeu? Combien il en reste? Il y a des élèves qui ne savent pas répondre. Ils ne savent pas répondre, et ils ne se rendent pas compte que pourtant ils sont en train de compter jusqu'à 10. Il suffit de compter les cartes qu'ils ont déjà vues et d'en déduire les cartes qui restent. Voilà. Donc vous voyez, c'est ce genre de petite activité très simple, extrêmement simple, et qui est extrêmement important. Alors même remarque, comme tout à l'heure, c'est moi je suis enseignant, moi je vois ça, pour moi c'est des mathématiques, et en fait, dans le cadre du jeu, je suis en train de jouer. Et dernière remarque importante également, tout à l'heure on m'a demandé que le rôle de l'écrit et aussi le rôle de l'oral. Tout simplement parce qu'un enfant va pouvoir être amené à expliciter sa démarche pour expliquer. Je donne un exemple très simple. J'ai testé cette semaine. J'ai fait la distribution d'un jeu de cartes en silence au tableau. J'ai fait comme un petit film, sans parole. Bien. Puis, j'ai demandé de CP de m'expliquer
comment on distribue un jeu de cartes. Je dis, voilà, il y a un enfant qui rentre, il est en retard. À toi de lui expliquer comment on distribue le jeu. Donc l'enfant devait mettre des phrases, vous voyez, pour expliquer comment on fait. C'est extrêmement intéressant comme travail. Là, vous commencez à travailler sur le second dilemme, finalement. Voilà. Mais c'est ça. Et là, on a appris. Et là, on est dans un apprentissage. Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions, des réactions Alors, il y a plusieurs de nos collègues qui évoquent effectivement la nécessité toute la nécessité de l'étayage de l'enfant. Oui, certains collègues évoquent la nécessité de rendre apparent finalement les stratégies, et ça, ce étant le rôle du professeur des écoles. Et donc ça, les collègues semblent vous rejoindre pleinement sur cette question. Beaucoup évoquent une expérience en grande section, c'est-à-dire que alors on fait un petit pas de côté, mais je trouvais intéressant de le relever à ce stade de l'échange, à savoir que plusieurs collègues évoquent la réussite, en tout cas de ces expériences transposables dès la grande section pour jouer. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir à... Effectivement, en fait, les études que je vous mentionnais tout à l'heure, notamment celle sur la course au nombre, donc qui est un jeu pour celles et ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers, où vous avez les cartes de 1 à 10 disposées les unes à côté des autres et vous déplacez un pion sur ces cartes pour arriver jusqu'à 10 en fait. Ces expérimentations-là ont été faites effectivement avec des enfants de maternelle. Alors, j'ai plus leur âge exactement, mais il me semblait que c'était entre la moyenne et la grande section. Alors, bien évidemment, c'est des choses qui sont transposables au CP, mais au CP, on n'est pas obligé de s'arrêter à 10. On peut aller plus loin. Et notamment, c'est l'enjeu du jeu qu'on a appelé Oiseau, quel temps fait-il, qui est un jeu de plateau qui ne vous a pas été distribué, mais qui est disponible sur le site EduScol et qui, en fait, travaille exactement cette même notion, mais au lieu d'avoir les nombres uniquement de 1 à 10, on va de 1 à 50. Mais c'est toujours donc dans cette dynamique pour bien ancrer la ligne numérique parce que on sait que du coup c'est très important. Mais donc effectivement en maternelle ça marche aussi et il faut pas attendre le CP pour commencer à jouer, au contraire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le Conseil scientifique a publié un texte en 2021 sur justement l'introduction aux mathématiques par le jeu en maternelle et au CP. Qui est du coup disponible, gratuit et que vous pouvez trouver donc sur le site internet du Conseil scientifique et qui est très très court et vraiment vous trouverez plein d'idées et appuyé donc sur des recherches qui ont déjà été faites et qui fonctionnent. Sur la question de la maternelle, de toute façon, le jeu est une des différentes modalités. C'est intégré, on le trouve très tôt dans les programmes d'enseignement de la maternelle. C'est une modalité pour apprendre, parmi d'autres, mais c'en est une à privilégier à certains moments, tant qu'elle n'est pas la seule qu'on utilise, évidemment, puisqu'après, il va falloir mémoriser, automatiser, résoudre des problèmes aussi. Enfin, voilà, vous les connaissez très bien. Quand on accueille des élèves de CP, ça fait partie de leur culture scolaire, le jeu. Ou en tout cas, ce serait étonnant que ça ne fasse pas partie, et ce serait pas d'ailleurs tout à fait normal. Voilà. Donc c'est pour les raisons notamment qu'on a évoquées jusqu'à présent. On parle de programme, je vous signale que dans les programmes de collège, le jeu fait partie du programme, et que bizarrement, le jeu disparaît d'une certaine manière en collège, alors que les élèves arrivent au niveau du collège avec une certaine culture du jeu. Et le jeu, en fait, a tendance à disparaître en place. Au lycée, alors là, on n'en parle plus. Ça, c'est un drame. Alors, on y reviendra parce que les raisons qui font que ça disparaît ou qu'il est peut-être difficile parfois de s'engager dans les jeux, alors ça ne vous concerne pas directement puisque vous êtes porté volontaire pour faire jouer vos élèves, mais c'est peut-être pas toujours avec une grande réussite dès le début ou à chaque séance d'ailleurs, parce que c'est pas toujours simple à mettre en œuvre. On va aussi l'évoquer peut-être juste après. Il y a d'autres éléments où on peut... Non, c'est Marion qui évoque le fait d'avoir justement dans cette perspective de liaison école maternelle, école élémentaire, le fait d'avoir intégré ces jeux dans le projet d'école pour permettre cette transition. On sait à quel point nos élèves peuvent être entre guillemets perturbés par un changement de culture et le fait de faire perdurer le jeu au CP semble reconnu par les différents collègues. Voilà, et on peut faire cette transposition de l'objet médiateur entre le CM2 et la 6e. On a les fables avec le livre pour les vacances, qui est un objet qui est travaillé à la fin du CM2 et on engage les enseignants de 6e de continuer ce travail-là. Donc un objet médiateur, c'est une pratique qui est assez fréquente
pas qu'avec l'usage des oiseaux compteurs, mais on peut effectivement l'envisager puisque les objets convoqués, au moins dans certains des jeux, les objets mathématiques sont des objets qui ont été travaillés, voire déjà approfondis au moment de la grande section. Donc, et pour conclure, en tout cas, pour donner un élément, un chouette projet à mener dans le cadre apprendre ou jouer, c'est pour des élèves de CP aller dans la classe de grande section de l'école d'à côté et d'apprendre aux enfants un des jeux faits cette année. Et ça, même chose, c'est extrêmement intéressant. Ça va permettre d'apprendre aux enfants à s'exprimer, à expliquer quelque chose, voilà. Ouais. Et du coup, en fait, c'est l'élève qui devient enseignant. Voilà. Et ça, c'est passionnant à faire. Ouais. Et on évoquait, pour les CM1, 6e, CM2, c'est le même principe. D'accord. Mais là, on est en grande section de CP. Alors, comme c'est la question de l'explication, de poser des mots sur le jeu, on va passer au second dilemme. Alors, peut-être pour conclure le premier dilemme, vous avez compris qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est totalement imbriqué. Le jeu et l'apprentissage est totalement imbriqué dans la démarche qui est proposée, d'où peut-être la difficulté que vous avez perçue à répondre, mais c'est bien de là d'où vient le terme de dilemme. Le second dilemme, du coup, donc deuxième partie de notre intervention, qui est alors la métacognition ou l'analyse réflexive qu'on va engager auprès de l'élève, ou plutôt les laisser jouer. Voilà, on est sur ces deux objets-là. Donc on va vous proposer là encore un sondage pour lequel on va vous demander de répondre de la même manière que précédemment. La première question, c'est est-ce que vous avez constaté un apprentissage spontané lorsque les élèves jouent? La réponse est oui ou non. Ou on vous laisse la liberté de répondre. Je répète, avez-vous constaté un apprentissage spontané chez les élèves lorsqu'ils jouent? Alors, les derniers participants répondent. On peut lancer la deuxième. On lance d'abord la deuxième, ouais. D'accord. Et du coup, la seconde question qu'on voulait vous poser, c'est laissez-vous les élèves s'exprimer entre eux pendant la partie? Ou une fois que les règles sont connues, en tout cas, vous leur demandez de jouer plutôt silencieusement, ou est-ce que, au contraire, vous les invitez à... Là, on en est à la deuxième question posée par Nathan. Voilà. Et du coup, la réponse, alors il faut qu'on... Est-ce que vous laissez jouer les élèves? Laissez jouer, oui, évidemment. Enfin, il faut qu'ils jouent. Est-ce que vous les laissez s'exprimer entre eux pendant la partie? Donc, il faut arrêter de répondre à la première question, parce que vu que les réponses sont les mêmes, voilà. Je vais les débrouiller, vous inquiétez pas. Sinon, on va pas s'embêter. Non. Très bien, ça semble assez majoritaire pour la seconde question. Je vais d'abord revenir sur la première. Ce qui est intéressant pour nos intervenants, c'est qu'on a, laissez-moi juste le temps de remonter, on a une première vague. Donc, je rappelle, hein, avez-vous constaté un apprentissage spontané lorsque les élèves jouent? On a des réponses assez rapides et toute la première partie des réponses qui représente, je dirais, la moitié finalement des réponses est un grand oui. Et puis ça se nuance en fait, peut-être plus tardivement, on voit apparaître une seconde moitié de réponse qui se porte plutôt sur le non. Voilà, donc c'est assez tranché pour le coup, assez partagé sur cet aspect. Et pour ce qui est de la question laissez-vous les élèves s'exprimer. Là, c'est un grand oui unanime et majoritaire. Voilà, et puis une enseignante qui dit participer à ces échanges. Voilà, en tout cas, c'est un grand oui pour la question de la participation orale et des échanges pendant la partie. Alors, du coup, je me permets, c'était pas prévu, mais je poserai bien une troisième question, qui est, est-ce que vous jouez avec vos élèves? Qu'est-ce que tu entends par jouer avec? Est-ce qu'on fait partie des joueurs de la partie à laquelle on fait participer les élèves? Voilà, est-ce qu'on est joueur, enseignant, joueur, mais joueur? Une troisième question du coup. Voilà. C'est important.
permis. Parce que, en fait, c'est un des points de base. Ça permet de voir ce qui se passe. Alors oui, c'est une majorité de oui, hein, j'attends toujours des réponses. On a quelques personnes qui disent non, j'observe, mais extrêmement minoritaires, et ils auront l'occasion de développer aussi leur motivation à se placer, non pas en tant que joueur, mais peut-être en tant qu'arbitre ou régulateur. Mais une très grande majorité de oui. D'accord. Bon, donc là, vous voyez peut-être où est-ce qu'on veut en venir comme type d'échange entre nous. Peut-être Marie, vous laissez la parole sur vous. Qu'est-ce que vous pourriez en dire du point de vue de la recherche, en tout cas sur ces questions qui sont des questions forcément un peu stéréotypées, mais Oui, enfin, c'était fait exprès et voulu. Ce que j'aimerais bien redire, c'est d'abord refaire un point pour rappeler que du coup l'apprentissage spontané existe peu. Voilà. En fait, généralement, si vous avez l'impression que les élèves apprennent de manière spontanée, c'est plutôt parce qu'ils mobilisent des connaissances qu'ils avaient déjà acquises précédemment. Et en fait, les histoires d'apprentissage spontané, ça dessert principalement les élèves qui sont les plus en difficulté parce que eux vont avoir davantage de difficultés justement à trouver les bonnes stratégies ou à comprendre où est-ce qu'on veut les emmener. Donc le point sur lequel j'aimerais revenir ici, c'est vraiment sur l'enseignement explicite et le fait que ça s'applique particulièrement bien au jeu, puisque donc si on revient à une définition un peu basique de l'enseignement explicite, c'est donc une pédagogie qui consiste à présenter une notion de manière fractionnée, en allant du plus simple au plus complexe, et en vérifiant de manière très régulière la compréhension des élèves. Donc ça nécessite forcément beaucoup d'interaction et la participation active de tout le monde, autour de 3 grands moments. Donc il y a la préparation de la notion, puis l'enseignement de cette notion, et enfin le suivi et la consolidation. Et en fait, tout ça, on peut le faire via le jeu, puisque dans un jeu, la préparation de la notion, c'est peut-être expliquer aux élèves qu'aujourd'hui, on va travailler à apprendre justement à ordonner les nombres. Ensuite, l'enseignement, c'est leur expliquer vraiment, ou leur rappeler en tout cas quel est l'ordre à adopter. Et puis ensuite, on peut faire un jeu qui fait appel à cette stratégie, à cette notion d'ordre des nombres, pardon. Et puis après, il y a des jeux qui deviennent de plus en plus compliqués où ordonner les nombres va être nécessaire. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut rappeler aux élèves quelle serait la stratégie à adopter pour gagner, pourquoi cette stratégie-là fonctionne mieux qu'une autre. Mais je pense que Monsieur Gouy est bien mieux placé que moi pour vous dire exactement comment on peut mettre ça en place en classe, puisqu'il le fait régulièrement. Et donc vous donner peut-être quelques exemples par exemple, de préparation de jeux de cartes en amont pour que l'élève soit amené à vivre une situation dans laquelle il faudrait mettre en place une certaine stratégie pour gagner, par exemple, ou ce genre de choses. Alors, tout à fait. Alors déjà, première remarque, déjà au niveau de la verbalisation. Oui. Alors, quelque chose d'important, dans un jeu, les premiers temps, par exemple, je prends l'exemple que je connais le mieux, parce que là, je le vis régulièrement. Si on prend le petit bout, j'autorise les élèves à parler entre eux. Pourquoi ? Parce que je regarde si certains ont de bonnes idées. Un exemple tout simple, oui, parce que le but, j'ai un jeu de bataille. Oui. Si un élève met un 10, oui, c'est pas la peine pour un secondaire de mettre un 9, puisque le 9 va être battu de toute manière. Bon. Et donc, c'est intéressant de voir des élèves dire à l'autre, mais c'est pas la peine de mettre le 9. Ça sert à rien, puisque le 10 est... Et donc, l'élève qui parle, lui, on sent qu'il a compris le truc. L'élève qui a mis le 9, lui, visiblement, n'a pas bien compris que c'était inutile. Bon. Donc, je laisse les élèves parler entre eux, justement, pour voir ce qui se passe. Et donc, du coup, en fait, ils apprennent entre eux. Le rôle du professeur, à ce moment-là, pour le coup, c'est d'observer ce qui se passe. D'observer les élèves qui réagissent bien, les élèves qui ne disent rien. Bon. D'où l'importance au passage, pour les enseignants, de jouer avec les élèves. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Je joue avec les élèves, donc je regarde ce qui se passe. Je dis rien, je regarde, j'observe. Ouais, bon. Deuxième remarque, au niveau des stratégies. Au niveau des stratégies, dans tous les jeux qui sont présentés, il peut être extrêmement intéressant de préparer des petits exercices en amont où on va travailler avec un nombre limité de cartes pour apprendre avec les élèves quelques éléments de stratégie, voir un peu comment les élèves font. Voilà. Et là, c'est important
Parce que, même chose, ça va permettre de regarder, d'observer la réaction des élèves. Une remarque, moi j'utilise personnellement beaucoup l'ardoise. C'est-à-dire que quand je joue, hein, je travaille au tableau, puis les élèves ont une ardoise, ouais, et par exemple, ils mettent la carte qu'ils pensent jouer. Voilà. Ce qui est fait comme ça permet d'éviter, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que certains prennent la parole et donnent la réponse tout de suite. Comme ça, chacun peut s'exprimer. Le plus faible comme le plus fort. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est important. De même que je fais appel à des équipes qui viennent au tableau et qui jouent contre moi. Et même chose, je prends un élève fort, un élève faible, entre guillemets, et les élèves, en fait, doivent discuter entre eux. Dit autrement, quand ils vont mettre une carte au tableau, il faut qu'ils discutent entre eux, qu'ils se mettent d'accord. Et j'utilise même, ce que j'appelle un groupe d'aide. En fait, il y a une table qui est désignée comme étant les conseillers techniques. Voilà. Et donc, cette table, doit conseiller les élèves qui sont au tableau, qui m'affrontent. Voilà. Et donc, du coup, ça crée une émulation, un apprentissage. Et de ce fait-là, la parole, pour moi, est fondamentale. Puisque, du coup, ça permet d'expliciter les méthodes, les stratégies. Et donc, chacun évoque les stratégies. Puis, de là, on en déduit les stratégies qui semblent être les plus adaptées à telle ou telle situation. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on doit travailler impérativement avec des nombres limités de cartes, de façon à ce que l'élève ne soit pas, perdu dans un lot complet de cartes. Je me rappelle plus, il y a un jeu, je me rappelle plus le nom, où, on peut relier, on peut prendre une carte qui est, soit juste en dessous, soit le double, une carte égale. C'est Oiseau migre, il me semble. Voilà. Bon. Eh bien, ce travail-là, au début, il faut le faire avec un nombre très limité de cartes. Regardez comment ça fonctionne. Voilà. Oui. Hein? Donc, l'enseignant définit les paramètres pédagogiques. Exactement. Il faut définir des paramètres, et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si on n'apprend pas aux élèves à travailler sur une base petite, on n'en sortira jamais. Je fais remarquer que cette méthode de travail est fondamentale pour le collège. C'est-à-dire que l'air de rien, on est en CP, eh bien, on prépare les élèves pour la suite des événements. Puisque en collège, en lycée, etc., et dans la vie de tous les jours, on est bien amené à avoir une situation complexe. En fait, on cherche dans cette situation complexe un élément, dont on connaît, dont on sait la stratégie qui sera bonne à appliquer pour cet élément-là. Et dans ce contexte de jeu, deux collègues évoquent le risque possible, si on est simplement dans l'échange et l'observation de la part de l'enseignant. Elles évoquent toutes les deux le risque des propos erronés de la part de leaders, donc des élèves qui auraient, si je comprends bien, une certaine autorité sur leurs camarades, pourraient prendre le pouvoir et finalement aller à l'encontre des visées. Comment vous pourriez réagir à ça? Mais c'est bien pour ça qu'il faut regarder, il faut observer. Il faut observer les arguments. Oui, bien sûr, il faut observer les arguments et dire après, moi par exemple régulièrement, je vais au tableau, puis je dis tiens, en fait, dites donc, on va faire une pause, qu'est-ce que je viens d'entendre? Tiens, je viens d'entendre cet élément-là, cet argument-là. Vous en pensez quoi? Et donc, il y a une discussion qui se crée. Alors, ce qui, au passage, pour enseignant, mais bon, c'est notre rôle, ça demande d'être extrêmement attentif, de regarder un peu tout ce qui se passe, d'écouter. Bon. Et puis, après, bien sûr, il faut faire le tri. Et il ne faut surtout pas qu'un élève devienne, entre guillemets, se croit autorisé, entre guillemets, à donner des conseils aux autres. Ce qui fait bien sûr. Donc des justifications mathématiques. Exactement. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Dès le CP, moi, je demande aux élèves, et ça, c'est un très gros travail qu'on fait avec les élèves, de justifier toutes les réponses qu'ils donnent. Et donc, du coup, au passage, on ne fait pas que des maths. Du coup, il y a un gros travail sur l'expression. L'expression, et Véronique évoque aussi le fait de distinguer des connaissances mathématiques de croyances. On déconstruit, on étaye. Tout à fait. Alors, je vais dire un très simple. Quand vous distribuez un jeu, il y a un élève, par exemple, qui a dit l'autre a triché, celui qui a distribué a triché. Bon, pourquoi? Parce qu'il a 3 10. Donc il a triché. C'est pas normal qu'un élève ait 3 10. C'est pas normal d'avoir de la chance. Exactement, voilà. C'est pas normal, voilà. Bon, et ben ça c'est une question intéressante. Est-ce que c'est normal ou pas? Voilà. Oui. Moi, alors c'est intéressant parce que finalement, ça pose la question du détournement d'une activité culturelle que sont les jeux, parce que de tous ces jeux, vous avez pu reconnaître des jeux du patrimoine. On parle du bridge, de la bataille, de Snake and Ladders, en fait, qu'on a retransformé, donc des serpents et des échelles. Est-ce qu'on a le droit
de didactiser ces activités culturelles, oui. C'est le propre de l'activité d'enseignement où on didactise le monde en réalité pour que l'élève puisse être aux prises avec des savoirs, se les approprier, les intégrer pour pouvoir mener des opérations, pour pouvoir avoir des comportements stratégiques. Donc oui, évidemment, même si il faudra sûrement trouver à un moment dans l'année ou un moment dans l'emploi du temps un temps pour que l'activité culturelle soit connue aussi en tant que telle, pas que sous sa forme didactisée, mais sous sa forme de jeu, parce que c'est aussi une dimension du jeu. Donc ça, de ce point de vue-là, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que ça a finalement été évoqué beaucoup. Je vais pas aller plus loin. Par contre, sur la question de laisser jouer, qui était la deuxième part en fait de notre question. Laisser jouer, ça pose la question aussi du temps d'exposition à l'activité, c'est-à-dire que en gros, plus on parle, moins on en fait. Je parle de manière très. Donc, il y a sûrement un équilibre à trouver parce que il y a à découvrir certains concepts, certaines notions, certaines stratégies, et après les automatiser, les intégrer. Et pour ça, c'est l'EPS qui a été sûrement un des premiers champs disciplinaires à nous interroger sur le temps d'exposition d'un élève à un savoir, une connaissance, une compétence, enfin que sais-je. Donc, à un moment donné où l'élève est assez connaissant, donc ça revient à ce que vous disiez sur l'enseignement explicite, à un moment où il est assez connaissant, il faut qu'il puisse s'entraîner, s'essayer à régulièrement, mais pas au hasard. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le hasard parce qu'il le maîtrise assez. Donc, comment est-ce qu'on passe du laisser jouer, enfin de expliciter à laisser jouer, il va y avoir cet élément d'arbitrage que vous menez sûrement au quotidien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je parlais des programmes de la maternelle, j'y reviens. C'est le fait de jouer, le fait de s'entraîner, c'est aussi une modalité qu'on retrouve en maternelle. Donc les élèves qui arrivent en CP ont l'habitude de ça aussi. Le laisser jouer. Et donc, quand on va laisser les élèves qui savent jouer, on veut qu'ils continuent d'intégrer, par exemple, cette question du complément à 10 avec la course au nombre. Si on les laisse jouer parce qu'on est avec un autre groupe, ça veut dire qu'il va falloir accepter de lâcher prise en quelque sorte. C'est pas toujours évident en tant qu'enseignant parce qu'on a cette responsabilité, on a la charge du groupe. À quel moment on peut se lâcher prise est acceptable? Sûrement à partir du moment où on a constaté que ces élèves que l'on a mis en autonomie ont assez de connaissances pour intégrer seuls et en fait sont en auto-contrôle ou en co-contrôle, ils sont plusieurs. Les règles du jeu aident à ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se faire avoir par le camarade, donc s'il se trompe, on va réagir tout de suite. Je suis sur la case 7, j'ai fait un 2 avec mon dé, j'arrive, je mets mon pion à la case 10, j'ai gagné, les autres camarades vont sûrement réagir. Voilà. Et du coup, la règle du jeu et les connaissances des camarades vont servir de contrôle, de feedback finalement, sans que l'enseignant soit là, et lui pourra forcément être ailleurs. Un autre élément sur la question du lâcher prise ou de la question de l'autorité dans la classe, ou c'est un grand mot, mais de la gestion de son groupe, la question du bruit. Parce que quand on joue, le jeu nécessite du bruit, alors qu'on parle des règles ou simplement qu'on soit content de jouer. Il n'y a qu'à voir des adultes aussi qui jouent entre eux. C'est forcément bruyant, sauf quand on joue aux échecs. Mais là, on n'a pas d'échecs, mais ça donne envie, quoi. Et tant mieux, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, il va falloir envisager quel est le bruit qui est acceptable. Ou le silence qui est acceptable. Le silence de la concentration, il est acceptable. Le bruit du travail, il l'est aussi. Voir la joie d'apprendre, pourquoi pas, tant qu'il n'empêche pas les autres d'apprendre. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il va falloir envisager, et le silence complet dans la classe peut être nécessaire à certains moments, comme il peut être assez néfaste à certains moments, et notamment dans l'activité du jeu. Donc là aussi, c'est là où c'est un élément à prendre en compte pour arbitrer le laisser jouer, lorsque nous-mêmes, on est en activité d'enseignement auprès d'autres élèves qui sont en apprentissage sur le jeu, voire sur autre chose, pourquoi pas. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces deux points pour lesquels. Et est-ce que l'idée aussi d'aborder, d'introduire progressivement de nouveaux jeux, on avait observé avec les différents formateurs la dernière fois qu'on pouvait se cantonner à l'usage de 2, 3, 4 jeux peut-être au maximum. Est-ce que le fait d'aborder régulièrement de nouvelles règles, de nouveaux jeux, ça peut permettre d'éviter ce jouer en autonomie qui finalement, au fur et à mesure, pourrait perdre de son intérêt? Il y a deux éléments. C'est si on se dit je vais introduire à la rentrée ou à la rentrée de telles vacances un jeu par jour,
Oui. Il est vraisemblable que ça fonctionne pas parce que ce sera à ce point pas maîtrisé que ça va créer déjà du chahut d'une part et puis surtout aucun apprentissage. Donc, voilà. Donc après, c'est quel est le séquençage le plus efficace possible pour que les élèves finalement renouvellent leur envie de jouer. C'est effectivement sûrement d'intégrer de nouveaux jeux et puis pour nous et donc pour vous en tant qu'enseignant d'envisager quel est le jeu le plus propice à introduire en fonction de là où vous en êtes dans votre progression. Soit en le proposant en début de progression parce qu'on va initier certaines notions et donc là le fait de l'expliciter ce sera intéressant ou alors on peut utiliser les jeux justement à un moment où on a déjà assez structuré ces notions et on veut simplement que les élèves puissent les répéter régulièrement, s'essayer à les mettre, à les exploiter et ce sera une autre pratique du jeu et l'introduction sera intéressante à ce moment-là. Donc là encore, pas de réponse toute faite. Hein. Et puis aussi quelque chose d'important, c'est quels sont les objectifs que je me fixe. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aimerais travailler avec le jeu, avec ce jeu. En suivant les objectifs que je vais me fixer, je vais plutôt prendre tel ou tel jeu. Deux petites remarques sur le. Du coup, les ressources que vous trouvez en ligne vous éclairent. Vous l'avez sûrement fait par vous-même, mais ces ressources vous permettent de vous éclairer sur à quel moment je peux y aller. Voilà. Et autre remarque aussi sur le jeu, il est important que les élèves jouent aussi. Mais ce qui est fondamental, c'est que les petits exercices qu'on a fait avant doivent permettre justement d'améliorer l'intérêt du jeu. Parce que la question de jouer c'est quoi? Si jouer à n'importe quel jeu, c'est de faire n'importe quoi, n'importe comment, c'est pas intéressant. Et donc justement, les petits exercices qu'on va faire en cours de route permettent de donner du sens et de l'intérêt au jeu. Et autre remarque, parce que ça c'est quelque chose que j'ai constaté maintenant, c'est le problème d'arbitrage, entre guillemets. Alors, exemple tout simple, Michel, oui, il a joué avant son tour. Michel, il a mis sa carte, il l'a reprise. Est-ce qu'il a le droit? Eh bien, il y a tout un travail extrêmement sympathique à faire, c'est de créer dans la classe un travail autour de qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que je n'ai pas le droit. Et qu'est-ce qui se passe quand la chose se fait? Est-ce que j'ai le droit de rendre justice moi-même? Voilà. Et bien, du coup, ça aussi, c'est un travail super intéressant lié au jeu et lié à l'arbitrage. Et on fait remarquer aux élèves qu'au football, il y a un monsieur en noir qui se promène sur tout le terrain, qui court dans tous les sens, qui a un sifflet, et on se demande bien à quoi il sert. Et c'est intéressant parce que les enfants disent, il sert à arbitrer en cas de pépin. Oui, les joueurs n'ont pas le droit de se taper dessus au cas où. Là, au jeu, c'est pareil. Et donc, créer une règle d'arbitrage, un travail extrêmement intéressant à faire avec les élèves. Et là, pour le coup, on est sur le niveau social. Comment on gère un groupe. Et dernière remarque, ça, un sujet qui n'a pas été évoqué, mais moi que j'ai souvent en formation, c'est messieurs, mesdames, vous êtes bien gentils, mais moi j'ai 28 élèves. Faire jouer 28 élèves en même temps, vous vous rendez pas compte de le bazar que ça peut représenter. Je le sais, ce matin j'envoie encore un groupe de 24 profs. Je veux dire que même 7 à 28 profs. Ça veut dire que 28 profs, ça vaut largement, d'accord, 28 élèves, c'est moi qui vous le dis. Bon. Eh bien, l'idée, c'est de dire, attendez, ce qu'on va faire, on va par exemple faire jouer une partie de la classe, et l'autre partie, on va faire une activité plus, entre guillemets, tranquille, de façon à éviter justement les problèmes de bruit. Sachez quand même que le bruit est fondamental. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un silence extraordinaire que les élèves travaillent bien. Inversement, c'est pas parce qu'il y a un bruit du tonnerre que les élèves jouent bien. Voilà. Au contraire, au passage, le bruit, même dans le jeu, empêche la concentration. Voilà. Sur la notion de la règle, je vais reconvoquer une des ressources que vous pouvez trouver sur EduSchool où on a un document qui permet de présenter quels sont les principes fondamentaux du jeu. Un jeu sans règles, c'est plus un jeu. Voilà. Et d'ailleurs, quand les règles se transforment, si tout le monde n'en est pas au courant, les joueurs s'arrêtent de jouer parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Alors quand on voit des jeux qui évoluent dans les règles et tout le monde continue, c'est que finalement tout le monde a accepté ces règles, peut-être de manière implicite, mais tout le monde les a acceptées. Mais la question de la règle, c'est aussi ce qui permet de rassembler tout le monde, c'est le cadre au sein duquel on peut jouer librement aussi. En tout cas, pour ce dilemme, je tiens à vous dire qu'on a un assez large consensus. Les différents participants expriment leur accord, leur adhésion à vos propos. Et puisqu'il est déjà 17h40 et que j'ai bien noté, mesdames, messieurs, vos différentes questions concernant l'avenir des jeux, le lien avec les parents, je vous propose de passer sur le dilemme numéro 3,
qui est du coup associer les parents. Oui, mais comment? Vous voyez, on vous laisse pas vraiment le choix. Mais malgré tout, on vous laisse pas le choix, mais on aimerait quand même avoir votre point de vue sur tout ce versant-là de cette opération qui était pensée à l'initiale. On reviendra peut-être on révoquera d'où ça vient, mais une question, on n'en a qu'une cette fois-ci sur cet objet-là, c'est est-ce que vous avez anticipé une modalité pour permettre aux enfants de jouer avec leurs parents? D'accord? Et là, on aimerait avoir votre avis sur la base de plusieurs choix. Vous l'avez déjà mis en œuvre. Voilà. Est-ce que vous l'avez déjà mis en œuvre? Est-ce que vous l'avez envisagé? Est-ce que vous ne le souhaitez pas? Voilà. Je vous demande pas forcément de le justifier. On n'a pas les moyens de le traiter, mais pour des raisons variées, voilà, vous pourriez vous dire non, pas avec les parents. Donc, je répète. Est-ce que vous avez anticipé une modalité pour permettre aux enfants de jouer avec leurs parents? Déjà mis en œuvre, je l'ai envisagé ou je ne veux pas? Je suis, ils n'ont pas accepté parce qu'il y a eu des problèmes. Ils préfèrent. Voilà. Alors c'est intéressant de voir que vraiment intéressant, c'est-à-dire que les participants se limitent pas à nos trois possibilités, même si certains jouent le jeu. On sent bien que c'est une question assez dense qui va mériter peut-être un peu plus de temps. On a vraiment une répartition assez égale, avec quand même une dominance pour l'envisager. Et puis certains collègues qui expliquent, qui justifient leur choix de ne pas pouvoir, de ne pas vouloir. Vraiment, on aura l'occasion d'en reparler dans un deuxième temps, lorsque nos intervenants auront fait leur petit propos sur la question. On y reviendra sur les difficultés rencontrées, et je suis certain que certaines d'entre vous ont déjà des idées sur la manière de contourner certaines difficultés. Je pense notamment au matériel dégradé ou au fait de ne pas revoir les jeux, et puis aussi quelque chose qu'on avait d'ailleurs entendu chez les formateurs, cette crainte que les parents puissent envisager des stratégies de jeu différentes, voire même opposées à celles présentées en classe, une sorte de concurrence finalement entre la classe. Voilà. Mais en tout cas, le je ne veux pas, je ne peux pas, c'est plutôt du non pas encore, j'ai envie de dire. Voilà, en gros. Okay. Merci. Alors du coup, Marie, on fait comme d'habitude. Quel est votre point de vue, le vôtre et celui finalement de la recherche sur cette question de l'implication des familles? Oui, parce que clairement, on n'est pas sur mon point de vue personnel, mais alors il y a déjà plusieurs informations que j'aimerais vous faire parvenir. Tout d'abord, le fait que notre dernier point de mesure, comme je l'ai signalé en début d'intervention, se situe en début de CE1. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que les enfants repartent avec leurs jeux cet été, même si j'entends très bien que vous auriez aimé garder les jeux pour l'année prochaine. Malheureusement, les jeux, malheureusement ou heureusement, je sais pas très bien comment présenter la chose, mais les jeux appartiennent aux enfants. Et donc, il est vraiment vital pour l'expérimentation que les enfants repartent avec leurs jeux cet été. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, vous aurez joué pendant toute l'année, vous allez avoir fait énormément d'efforts, vous allez avoir investi beaucoup de temps dans tout ça. Les enfants vont partir en vacances pendant 2 mois et en début de CE1, l'impact de cette pratique du jeu sera vraiment baissé par rapport à l'impact réel que ça a eu, et ce serait vraiment dommage puisque nous, après, dans les analyses, en fait, on pourrait ne pas voir du tout d'impact de la pratique du jeu alors qu'il devrait exister. Voilà, donc je tenais à vous rappeler déjà cet élément fondamental-là. Et puis, ensuite, un second élément, comme tout à l'heure, Rémi le mentionnait, la jeunesse de ce projet, c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose qui soit un peu un corollaire des fables de La Fontaine en classe de CM2, donc à savoir une distribution de jeux juste avant les vacances d'été, pour ensuite laisser les enfants partir avec leurs jeux pendant les vacances. Alors, sachez qu'on a fait cette expérimentation à une échelle un peu plus petite, puisqu'on n'avait que 3000 enfants qui étaient impliqués, mais on était à l'été 2021.
Et en fait, les résultats sont tombés. Il se trouve que lorsque vous distribuez un jeu aux enfants juste avant de partir en vacances, ils ne l'utilisent pas pendant l'été, ou enfin peu en tout cas. Et en particulier, ce ne sont que les enfants qui jouaient déjà chez eux qui utilisent les jeux qu'on leur donne. Donc cette année, en fait, l'enjeu des oiseaux compteurs, ça a vraiment été de faire en sorte que le jeu soit pratiqué en classe. Et donc le lien avec les familles est vraiment essentiel pour faire en sorte que la pratique du jeu se poursuive pendant l'été. Et donc encore une fois, pour espérer avoir des résultats positifs au mois de septembre et que ensuite on puisse dire que jouer avec un jeu comme celui-ci, ça aide les enfants dans leurs apprentissages. Voilà, qu'on ait une preuve, si je puis dire, rigoureuse et rigide en fait de ce fait qui, enfin, on aurait envie de dire que oui, ça paraît évident, mais ça n'a jamais été mesuré à une échelle comme celle-ci. Donc c'est pour ça que c'est très important. Voilà. Et puis ensuite, je pourrais laisser éventuellement la parole à Monsieur Gouy pour qu'il vous explique un petit peu comment lui, quel projet il met en application pour justement faire le lien avec les familles, de quelle manière on peut envisager les choses. Voilà. Alors avec les familles, en fait, moi je travaille comme ça. J'insiste lourdement sur le fait que les élèves doivent jouer avec leurs parents. Oui, hein. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, je propose aux écoles de racheter quelques jeux, ou même de fabriquer des jeux. Parce qu'une petite remarque toute bête, c'est qu'un jeu comme les oiseaux compteurs, ça se fabrique. Au passage, ça peut être un super projet d'ailleurs pour une classe, c'est de fabriquer son propre jeu. Et donc de donner, par exemple, de temps en temps, le week-end, 2-3 jeux, un jeu plutôt à 2-3 enfants. Voilà, et que l'enfant, joue avec sa famille pendant le week-end. Alors, quel est l'intérêt du travail? Au passage, d'ailleurs, ça serait l'exercice, entre guillemets, du week-end. Expliquer à papa, maman, tel jeu, et jouer avec. Voilà, bon. On peut également penser à la chose suivante. C'est pourquoi, même si je comprends bien qu'avec le Covid, ça a bouleversé un petit peu les choses, mais dans une des écoles dans lesquelles je travaille, au tout début, avant ce fameux virus, il y avait 2 parents qui venaient régulièrement en classe pendant que le collègue faisait l'activité, autour du jeu de cartes. Alors ce collègue, bien d'accord, avait uniquement comme travail le fait de surveiller. Il n'y avait aucun travail pédagogique, aucune activité pédagogique. Autre remarque, pourquoi ne pas associer les parents en fin d'année ou en cours d'année à un travail avec leurs enfants, et donc faire des parties où, quand on joue en équipe, faire une partie dans laquelle il y a papa, maman, et un des enfants qui joue. Voilà. En gros, impliquer les parents. Ça me paraît important puisque on cherche quand même d'une certaine manière à ce que les parents viennent à l'école. Là, on a une super occasion de les faire venir avec, pour le coup, quelque chose qui est intéressant. Et je pense qu'aussi, il y a une chose qui est pas mal, c'est de cette manière-là, les parents peuvent voir aussi leur enfant, en fait, agir concrètement. Ce qui fait que l'enseignant, quand on dit quelque chose sur l'enfant, je ne sais pas, monsieur, madame, votre enfant n'est pas très attentif. Oui, ça, c'est pas possible. S'il le voit jouer, il va peut-être se rendre compte qu'effectivement, ce que dit l'enseignant, c'est peut-être en partie vrai quand même. Oui, en grande partie vrai même. Voilà. Et donc, moi, personnellement, je pense que les parents, les grands-parents, ont un rôle extrêmement important à jouer. Alors, oui, bien d'accord, la pédagogie, c'est pour nous, enseignants. Mais par contre, je pense que le fait qu'un enfant joue avec ses parents, ça sera fondamental. Et notamment, ça a été dit il y a 30 secondes, pour les familles qui n'ont pas l'habitude de jouer. Je vais te voler un chiffre, Marie. Lors de l'opération qu'on a faite en passé, on s'est quand même aperçu que 40% des familles ont déclaré ne jamais jouer avec leur enfant. Et une remarque technique, ça a une influence, ça a une conséquence extrêmement importante. Je vous signale qu'au brevet des collèges, on ne peut plus poser d'exercices liés aux cartes, tout simplement parce que les élèves ne savent pas ce que c'est certains élèves ne savent pas ce que c'est qu'un jeu de cartes. Et autrement, ils peuvent parler de l'exercice, ils ne savent même pas de quoi on parle. Et de ce fait-là, c'est un vrai danger. Et du coup, c'est à nous, enseignants, d'apprendre et de faire en sorte que les parents jouent avec leurs enfants et de leur expliquer l'importance de ce phénomène. Et dernière remarque, ça permettra aussi aux enseignants d'expliquer aux parents en quoi le jeu est important. Parce que c'est vrai que les parents peuvent dire, mais c'est quoi ce travail maintenant? Va-t-il pas qu'on joue aux cartes en classe? Où va-t-on? De mon temps, etc. de mon temps. Ah ben non. L'enfant, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il travaille.
Alors, la question des parents, elle est forcément alors liée à la recherche. Elle est aussi liée à un rapport, le rapport Villani-Torossian, pour lesquels une des préconisations était aussi d'intégrer la pratique mathématique au sein des familles, en tout cas de s'assurer d'un transfert possible. Et donc, l'action des oiseaux compteurs, elle s'intègre complètement dans cette logique-là. Qu'est-ce qu'on y gagne par rapport aux deux dilemmes précédents? On peut le rappeler aussi, c'est-à-dire qu'on va augmenter le temps d'exposition de l'élève à l'activité du jeu, mais surtout aux compétences mathématiques qui sont convoquées au sein de chaque jeu, puisqu'on va augmenter le temps de pratique du jeu. Sûrement, on va augmenter le temps où les élèves, surtout si ce sont les élèves qui expliquent les règles à leurs parents ou à leurs frères, leurs sœurs, ou à leurs grands-parents. On a un peu moins parlé des grands-parents, mais il y a un lien, il y a des fois un enjeu interculturel, pas culturel, intergénérationnel, pardon, important. Hein. Et donc l'élève, l'enfant du coup, qui chez lui raconte, explique les règles du jeu à son petit frère, à son grand-père, sa grand-mère, ses parents, ou qu'il le fait à l'appui aussi des vidéos qui sont des ressources plutôt pour les enseignants, mais qu'on peut tout à fait proposer aussi aux familles. Hein. Les vidéos qui sont muettes ou les vidéos qui sont commentées. Là, on va agir sur des leviers qu'on a évoqués précédemment. Forcément, l'élève, s'il joue davantage, il va soit prendre goût au jeu si ce n'est pas quelque chose, une pratique familiale, on va dire initiale, et il va continuer d'apprendre. Un apport culturel, c'est-à-dire toujours faire rentrer peut-être les mathématiques à la maison par le biais du jeu. Voilà, et peut-être que les parents eux-mêmes pourront faire des liens avec des situations de la vie commune, et peut-être une activité culturelle, parce que il y a quand même des associations de jeux qui existent maintenant à différents endroits, et pourquoi pas créer des vocations de joueurs ludiques, j'entends, vraiment, et pour des parents qui, parce que il a été évoqué la limite du matériel, c'est-à-dire qu'on a peut-être des enfants, des familles qui n'ont pas la culture du soin apporté au jeu comme on porte soin à un livre. C'est quelque chose, qui s'apprend comme, tout un tas de choses. S'ils ne sont pas finalement mis en situation d'avoir ce type d'objet, ils ne risquent pas non plus de l'apprendre. Donc on sait que sur certains territoires, peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs en font partie, il y a des sacs qui sont constitués de différents jeux qui transitent de la famille régulièrement, de la famille à l'école et inversement, avec des jeux qui sont toujours travaillés d'abord en classe. Donc ça peut permettre de résoudre ou de travailler la question matérielle. Sur la question de la disponibilité des parents, parce que il peut y avoir cette question-là avec des parents qui, c'est pas qu'ils sont pas disponibles, c'est qu'ils sont disponibles sur des temps qui sont tout à fait décalés par rapport au temps de l'enfant. De plus en plus, on voit fleurir dans certaines communes des ludothèques ou des médiathèques qui ont une partie de ludothèque. Ça peut peut-être être un lien à créer si ça existe autour des écoles dans lesquelles vous travaillez, parce qu'on va pouvoir aussi continuer de travailler de ce point de vue-là. Donc vraiment, on voit sur la question du transfert des compétences mathématiques, sur la question culturelle du jeu aussi, et tout ce que ça peut apporter, vraiment des éléments qu'on a tout à gagner à mettre en travail, même si il ne faut pas minorer la difficulté que ça peut être quand même d'organiser tout ça, de faire venir des parents pour faire jouer les familles avec les élèves, pas forcément les leurs, mais parfois les leurs aussi. Voilà. Mais vous avez de l'occasion, hein. Vous avez par exemple la semaine des mathématiques, par exemple. Hein. Ouais. La semaine des mathématiques, par exemple, c'est une semaine extraordinaire où on peut faire cette opération. La dernière semaine de l'année. Ouais. Et une remarque importante, les parents, on leur demande d'aider les enfants chez eux, à vérifier que les devoirs sont faits. Ouais. Bon. Et les parents, des fois, disent, monsieur, madame, comprenez, moi, je peux pas expliquer à mon enfant, ça, j'ai pas appris à l'école, je peux pas aider, moi, ouais. Et donc, par exemple, moi, je disais aux parents de mes élèves, je dis, écoutez, je comprends que vous puissiez pas aider. Je vous demande pas. Je vous demande, par exemple, de regarder si les exercices ont été faits. Et ben, on demande aux parents de jouer. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le travail de papa-maman, c'est de jouer avec le fiston ou la fille.
C'est extraordinaire comme travail. Ce qui est un petit peu différent de se battre avec son enfant pour qu'il finisse son Exactement. Ce qu'il va devoir faire aussi. Par ailleurs, exactement. Ouais. Mais justement, ce qui est extraordinaire, c'est que le travail pour demain, par exemple, c'est de faire une partie de cartes, un jeu. Ouais. Bon, et donc, voilà, c'est pas quelque chose qui est hors de portée d'un parent. Ouais. Et du coup, ça redonne aux parents finalement un rôle dans l'éducation. Parce que je pense que nous, on a quand même fort oublié que les parents ont un rôle dans l'éducation, même si au niveau technique, c'est nous qui sommes à la maîtrise. Et sur les questions mathématiques, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais on connaît les résultats des élèves français en mathématiques, il faut qu'on utilise tous les moyens possibles pour faire monter les élèves en compétences, et ça passe aussi par cette activité extrascolaire auprès des familles extrascolaires, mais qui est en fait en lien directement avec ce qui est fait. Voilà.